Hello, ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Série Passe à l'action, épisode 6, trouver la bonne posture pendant les visites. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir quel bien faut-il visiter. Qu'est-ce qu'on dit à l'agent, à notre sujet, quand on nous demande qui on est, ou même peut-être qu'on ne nous pose pas la question, justement. Quelles sont les questions qu'il faut que nous, on pose absolument à l'agent immobilier? Comment est-ce qu'on fait pour estimer les travaux? Est-ce qu'on fait venir des artisans? Et qu'est-ce qu'on fait si l'agent commence à nous poser des questions sur notre capacité de financement? Bref, dans cet épisode, je vais essayer de vous expliquer quelle est la bonne posture à adopter et comment moi est-ce que je fais justement pour que ça se passe bien pendant les visites et que j'arrive à obtenir un maximum d'informations. Alors, je vais essayer de faire un épisode un petit peu plus court parce que j'ai l'impression que de temps en temps, je fais des épisodes un petit peu trop longs. Bref, je vais essayer d'être un peu plus efficace et d'aller droit au but dans cet épisode. C'est parti! Tout d'abord, comment est-ce qu'on fait lorsque l'on contacte les agents immobiliers? Alors, il faut savoir, comme c'est ce que je dis dans la plateforme de formation du Club des investisseurs sereins, je le dis toujours, la négociation démarre à l'instant du premier contact avec l'agent immobilier. C'est-à-dire que lorsque vous allez vous présenter, vous allez avoir la première mise en relation, dès cet instant présent, la négociation commence. Je vais vous donner un exemple tout bête. Par exemple, en séduction, d'accord? Vous êtes en boîte de nuit. Alors, à mon époque, on se rencontrait en boîte de nuit parfois. Je sais que maintenant, c'est les réseaux sociaux ou je ne sais quoi. Mais quand tu repérais quelqu'un qui t'intéressait, en fait, c'est toujours lors de la première prise de contact qu'en réalité, tu es déjà en train de sceller ton sort pour la suite de la discussion. Donc, c'est vraiment ça que je veux que vous preniez conscience, c'est que vous, quand vous allez vous présenter, l'agent immobilier, ou en tout cas le vendeur, va se faire un premier avis de vous et il aura déjà plus ou moins envie de travailler avec vous. Et ça, c'est dès la première prise de contact que ça se fait. Moi, ce que je vous invite à faire, quand vous faites votre première prise de contact, même rien qu'au téléphone, au moment où vous allez commencer à programmer les premières visites ou demander les premières informations. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'être proactif dans votre façon de vous présenter. C'est-à-dire que l'erreur, surtout chez les investisseurs débutants, mais en vrai, chez plein d'investisseurs, c'est de ne pas parler de soi, de juste parler du bien et de ne pas se présenter. Et ça, je trouve que c'est super important et de ne pas oublier ce moment où vous allez vous présenter. Expliquer, voilà, je m'appelle Dorine, je suis investisseur immobilier, je fais tel métier, j'ai un budget de temps. Alors, le budget, à voir si on l'annonce ou pas, mais en tout cas, je suis sur une recherche pour un investissement locatif. Voilà, vous annoncez en fait et vous avez l'air sûr de vous. Et c'est hyper important parce qu'en fait, le fait de vous présenter, vous, avant qu'on commence à vous poser la question, ça vous permet d'être dans une posture offensive et non pas défensive. C'est-à-dire que si tu annonces directement qui tu es, ton budget, ce que tu cherches, alors évidemment, tu ne dis pas: «Je cherche, un bien à 10 de rentabilité», parce que là, l'agent, il va pas comprendre, il va être paumé. Mais en gros, que tu cherches, des immeubles de rapport aux alentours de 300 000 € avec des travaux, voilà, par exemple, que c'est ce que tu cherches pour faire de l'investissement locatif. Tu as pas besoin de dire la rentabilité, tu dis pas la rentabilité que tu cherches. Évidemment, tout le monde sait qu'on veut, des biens rentables. N'annonce pas une rentabilité parce que les agents immo ne calculent pas les rentabilités comme toi. Donc oublie l'idée de dire: «Je veux un bien à 10 de renta». L'agent immo, il va pas comprendre. Donc tu expliques que tu veux faire de l'investissement locatif et tu expliques qui tu es.
Tu vois, si tu es pharmacien, docteur, infirmier, peu importe que tu travailles à tel endroit, en fait, tu te présentes. Tu te présentes parce qu'en fait, déjà, tu ancres, qui tu es et en termes de posture, bah, ça t'évite de te retrouver dans une situation où la personne, elle se dit: «Non mais en fait, je suis en train de parler depuis 10 minutes du bien, mais en vrai la personne au téléphone, c'est qui?» Tu sais, c'est qui? Tu sais, tu commences à être méfiant, quoi. Imagine, tu as un agent, il y a un gars qui t'appelle, il pose plein de questions sur le bien, mais à la fin, tu sais toujours pas c'est qui le mec, en fait. Est-ce qu'il a l'argent? Il a pas l'argent? Et tu vois? Ça crée pas une relation, de confiance de faire ça. Donc c'est pour ça que ce que je vous invite à faire, c'est de tout de suite, bah, en fait, vous coupez l'herbe sous le pied. Vous annoncez le truc. Vous annoncez votre budget, vous êtes sûr de vous, vous cherchez ça, voilà, tac, 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 et puis c'est bon. Ça, c'est important. Ensuite, les autres questions qu'il faut poser, et moi je trouve ça super important, et moi c'est ma technique du moment. En tout cas, moi j'utilise cette technique et franchement, elle marche super méga bien. Je fais genre, je suis très occupée et que j'ai pas le temps de faire trop de visites. Donc, je suis obligée d'élaguer et d'avoir un maximum d'informations avant de me déplacer. Et que c'est gagnant-gagnant, parce que ça évite à l'agent immobilier aussi de faire des visites inutiles. Donc, en même temps, je me mets dans une posture où j'ai pas le temps, je suis quelqu'un d'occupé, entre guillemets, quelqu'un d'occupé qui travaille beaucoup, donc sous-entendu qui gagne de l'argent. Je ne peux pas me déplacer pour tous les biens, donc je préfère récolter un maximum d'informations. Donc je parle du bien, je demande la taxe foncière, les informations sur les loyers, les types de baux qui sont en place, depuis combien de temps les locataires sont en place. Bref, j'essaie de poser des questions et faire beaucoup de silence pour que l'agent IMO ait la place pour parler, pour s'exprimer, pour raconter. Et honnêtement, une fois sur deux, j'arrive à faire cracher à l'agent immobilier déjà un prix plus bas que ce qui est affiché sur l'annonce. C'est-à-dire que j'arrive lors de l'appel de dire: «Écoutez, voilà, le bien me paraît intéressant, mais avant que je me déplace, est-ce que vous savez si le vendeur, il est prêt ou pas à faire un effort? Où est-ce qu'il en est dans son cheminement de vendeur? Est-ce qu'il est mûr pour faire des efforts sur la vente ou est-ce que pour l'instant, il est complètement bloqué sur le prix qui est affiché et du coup, ça vaut peut-être pas la peine que je me déplace?» Et en fait, souvent, je sais pas comment, je sais pas pourquoi, mais j'arrive à faire parler les agents et ils m'annoncent déjà la baisse de prix, le prix réel où la dernière offre a été faite et qui a été refusée. Bref, j'arrive déjà à avoir cette info, alors qu'on n'est qu'au téléphone et que j'ai même pas fait la visite. Donc vous voyez un peu la posture que l'on prend et il faut pas que vous pensiez qu'au téléphone, vous devez avoir l'air d'être un requin, qui sait ce qu'il fait, nin, tac, tac, tac. Moi, je parle aux agents exactement comme je vous parle à vous dans le podcast. Donc j'ai l'air de quelqu'un d'ouvert, de quelqu'un de sûr de lui quand même si je suis pas non plus, en mode, je sais tout de la vie, je connais tout, vous allez rien m'apprendre, nin nin. J'essaye d'avoir une posture ouverte et en même temps d'être quelqu'un de sympathique, à l'écoute, dans le dialogue et en fait, c'est comme ça que, bah, la personne se met à l'aise et en tout cas commence un petit peu à dévoiler les problématiques du bien. Moi, ce que je fais, c'est que systématiquement, je dis: «Écoutez, avec toutes les informations, je vais poser les chiffres et je vais réfléchir et je vous recontacte si jamais, je dois faire une visite». Très souvent d'ailleurs aussi les agents IMO m'envoient déjà par email le dossier avec, tous les éléments et cetera. J'étudie. En général, en vrai, des fois je fais semblant d'étudier parce que je sais déjà que je vais faire la visite. Je rappelle le lendemain ou quelques heures plus tard ou le lendemain, peu importe, en disant: «Bah, écoutez, j'ai étudié, j'ai réfléchi, en effet, bah, le bien m'intéresse, je pense que ça vaut vraiment la peine que je fasse une visite» et là, je prends la visite. Voilà. Au début, il ne faut pas être trop, exigeant, d'accord? On fait des visites. Moi, par exemple, notamment lors de ce premier coup de fil, j'arrive aussi à sentir si c'est un agent IMO avec lequel j'aurai un bon feeling et même si le bien il y a eu un bien comme ça où je sentais que c'était foireux et que de toute façon on n'allait pas y aller. Mais comme j'ai eu un bon feeling avec l'agent au téléphone, je me suis dit: «OK, même si le bien j'y crois pas, j'y vais quand même parce que le dialogue que j'ai eu avec l'agent au téléphone était pertinent et donc, bah, j'ai envie de créer du lien avec celui-là». Et en fait, c'est intéressant parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Donc ça, c'était la première chose. Donc voilà les questions qu'il faut que vous vous posiez. Maintenant, quand vous faites la visite, il y a la fameuse question de l'estimation des travaux. Alors moi, je vais vous donner un avis très clair, c'est que vous n'allez pas pouvoir faire passer des artisans dans tous les biens que vous allez visiter pour avoir un devis.
Il va falloir être plus efficace que ça. Parce que l'erreur que je vois trop des novices, c'est que avant de faire une offre, ils veulent avoir absolument tout balisé. Ils veulent être certains du coût des travaux à la virgule près, bon j'exagère, hein, avoir fait venir le couvreur, le maître d'œuvre, le devis pour ci, le devis pour ça, et puis vérifier ci, et puis vérifier ça. Et du coup, ils font 50 contre-visites, ils font une offre, parce qu'en fait, forcément, ils se sont bien rendus compte que le bien était trop cher par rapport à tous les travaux qu'il y avait à faire, classique. Donc pour que ce soit rentable, il faut faire une offre basse. Et puis comme Dorine, elle dit qu'il faut faire des offres, bah, on fait une offre, mais du coup, l'offre, elle est trop basse. Et du coup, bah, l'agent IMO, qui a passé un temps de dingue à vous ouvrir les portes pour que vous fassiez vos devis, vos contre-visites, etc., il se dit, OK, bah, tout ça, pour une offre aussi basse qui de toute façon va être refusée par le vendeur, bah, en fait, en gros, vous êtes mis tout le monde à dos. Les maîtres d'œuvre qui se sont tapés des devis pour rien, et l'agent IMO qui a passé du temps à vous ouvrir les portes pour de toute façon une offre qui n'en valait pas la peine, en tout cas à ses yeux, vis-à-vis du vendeur. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est trouver le bon ratio. Le bon ratio entre faire des contre-visites avec artisans et faire des offres. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des biens où vous allez devoir faire des offres sans avoir fait des contre-visites avec artisans. Et souvent, c'est comme ça, nous, qu'on fait dans le club, en tout cas, c'est que parfois, au démarrage, quand on est vraiment trop incertain, on peut faire une première prise de contact avec un maître d'œuvre, avec l'un des 5 premiers biens préférés qu'on a visités. Comme ça permet d'avoir un premier devis, des premiers échanges avec des artisans quand on est vraiment débutant en travaux. Ça fait du bien, ça permet de comprendre un petit peu le raisonnement, les relations avec les artisans, comment ça marche, etc. Mais on ne va pas cramer ensuite cet artisan à venir à toutes les visites. On va vraiment se rendre compte que c'est un petit peu le joker. Donc la méthode, donc soit voilà, vous le faites parce que c'est un bien où vous dites voilà, c'est mon premier bien, ma première offre, je fais quand même venir un maître d'œuvre, pourquoi pas. Mais une fois que vous êtes, entre guillemets, vous avez un petit peu l'habitude d'estimer vaguement les travaux, même si voilà, vous avez une première vague idée d'estimation de travaux. D'ailleurs, vous pouvez utiliser un petit peu de ChatGPT pour estimer des travaux, si vous avez les surfaces, la description, etc. ChatGPT devient vraiment un outil intéressant en termes d'estimation de travaux, même si ça va être très approximatif. Et donc, la méthode que moi je vous recommande, c'est de faire cette approximation sans faire de maître d'œuvre. Vous faites l'offre, comme ça, vous ne faites pas perdre trop de temps à l'agent IMO. Vous voyez si ça mord ou si ça mord pas. Si ça mord pas, vous vous dites, bon bah ok, tant pis, de toute façon, le vendeur était pas mûr pour faire un effort. Et si ça mord et que vous avez une contre-offre, imaginons que c'était un immeuble à 300 000. Vous avez fait une offre à 230. Et là, forcément, c'est bas. Donc la probabilité que la personne elle accepte une baisse de prix n'est pas énorme. Mais peut-être que sur un malentendu, vous avez une contre-proposition à 260. D'accord ? Donc vous avez fait une offre donc l'immeuble est affiché à 300. Vous avez fait une offre à 230 et vous avez eu une contre-offre à 260. Là, la technique que nous, on utilise, c'est la contre-visite de l'artisan au moment de la contre-contre-offre. C'est-à-dire, ok, j'entends la baisse de prix, le vendeur, je vois qu'il est intéressé. Moi, j'ai fait cette offre-là à 230, mais je n'ai pas affiné mes devis. Donc là, maintenant, dans un second temps, je vais faire venir des artisans pour affiner mes devis et voir à quelle hauteur je peux rehausser ou pas mon offre. Donc ça vous montre votre sérieux et c'est pour moi une excellente méthode à utiliser pour ne pas cramer les artisans. Et en plus de ça, la personne qui va venir pour faire les devis va venir alors qu'elle sait que la négo est vraiment en cours et potentiellement sur le point d'aboutir. Voilà. Et pour finir, la dernière question que j'avais envie de répondre dans cet épisode par rapport à la posture, c'est qu'est-ce qu'on fait si jamais l'agent commence à nous poser des questions sur notre capacité de financement ? Parce que ça, c'est assez classique, et surtout aujourd'hui, parce que suite à la période 2023-2024 où les agents immobiliers sont complètement échaudés d'avoir fait eu des compromis qui tombent à l'eau pour des financements bancaires qui ne sont pas passés. Bref, il y a vraiment eu des années difficiles pour les agents immobiliers. Donc, ils ont en fait cette hantise de signer un compromis avec quelqu'un qui ne va pas obtenir son financement bancaire. Parce que peut-être qu'ils ont eu d'autres offres et ils ont poussé la vôtre. Et si jamais ça tombe à l'eau, peut-être que les autres profils qui étaient très bons profils, qui auraient pu acheter, ils sont partis sur autre chose. Et en plus de ça, l'agent, il risque de perdre son mandat parce que le vendeur, il va être gavé que
l'acheteur n'ait pas trouvé les fonds, il se dit bah super, l'agent IMO il n'a pas vérifié la solvabilité de l'acheteur, du coup maintenant je passe par un autre agent et bam, il perd son mandat à cause de vous. Donc bref, en gros, c'est la hantise des agents immobiliers aujourd'hui de se retrouver avec des personnes qui ne réussissent pas à décrocher leur financement. C'est vraiment une hantise. Donc il faut juste se mettre à leur place. Il y a deux choses. Honnêtement, si vous êtes super bon dans votre posture et dans votre façon de vous être présenté, il y a des chances que la personne ne vous pose même pas la question. Moi, je le sais parce que typiquement, nous, plus personne ne nous pose la question. Parce que quand je me présente, la personne, elle se dit c'est bon, elle sait. Mais bon. Après, vous allez vous dire oui, forcément, Dorine, tu as déjà 4 immeubles. Quand tu te présentes, tu as l'air d'être une investisseuse aguerrie, donc on fait confiance. Mais je pense, par exemple, à l'une de nos membres, je pense à toi, Karine, qui au début se faisait un petit peu bouffer par les agents au démarrage, parce que tout de suite, les agents voyaient une jeune femme seule qui fait des visites, et tout de suite, bam, t'es un petit peu infantilisée. Enfin, je dirais pas infantilisée, c'est peut-être pas le bon mot, mais pris de haut. Oui, mais du coup, vous avez vu avec votre banquier, si vous voulez, je vous donne le contact de mon courtier pour vérifier que vous êtes bien solvable, etc. Nanana. Et en fait, tu te fais un petit peu bouffer et tu te retrouves dans une posture à devoir te justifier que mais oui, je peux l'acheter ce bien. Et en fait, tu te retrouves sur une posture défensive qui est assez, franchement, désagréable à avoir. Et en fait, comme tu es dans cette posture-là de devoir te justifier, du coup, tu n'as pas de charisme. Tu te retrouves en fait dans cette posture désagréable. Et justement, Karine a réussi maintenant à avoir une telle posture que maintenant, plus personne ne lui pose la question. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que c'est en fonction de comment tu vas te présenter, comment tu vas asseoir ton assurance. Et justement, moi, ce que je dis toujours, c'est vaut mieux couper l'herbe sous le pied en se présentant, en expliquant sa profession, sa situation financière, son budget. Et en fait, comme ça, tu coupes l'herbe sous le pied direct à l'agent immobilier et il ne va pas te remettre, entre guillemets, dans un corner où tu vas devoir te justifier et demander une attestation du banquier qui vous dit qu'il vous suit sur le projet. Mais en fait, il n'y a même pas de compromis. Donc, ton banquier, en fait, il ne va pas vouloir bosser, te donner une attestation à blanc comme quoi il va te financer. Donc, en fait, ça se mord la queue. Et du coup, tu te retrouves dans une situation hyper embarrassante. Et en fait, c'est tellement désagréable parce que tu as l'impression d'être, entre guillemets, cerné et devoir te justifier. Voilà. Donc, j'espère que ça va vous faire réfléchir. Observez votre comportement et dites-vous que c'est pas grave, on apprend. C'est-à-dire que lors des premières visites, quand on est débutant, vous allez passer pour un débutant. En fait, on l'assume et c'est comme ça. Et au fur et à mesure des visites, tout doucement, vous allez prendre du galon. Vous allez gagner en assurance aussi lors des visites, parce que forcément, quand on fait sa première visite, on est impressionné. À la 10e, en fait, on devient, entre guillemets, un habitué. Donc, voilà. Ayez confiance à tout ça, réfléchissez, posez-vous. N'hésitez pas d'ailleurs à la fin de chaque visite de faire votre compte-rendu dans votre fichier de suivi que vous avez téléchargé dans l'épisode précédent et de dire, je me suis retrouvée, j'ai dit ça, et vous prenez des notes. Dites tout ce que vous avez dit à l'agent pour la visite de tel bien dans votre fichier. Moi, je le fais, ça me permet aussi de m'y retrouver, quelle avait été la posture, quelles étaient les agents, les questions de l'agent, qu'est-ce que j'avais répondu. Voilà, pour ne pas se mélanger les pinceaux, se rappeler ce qu'on avait dit, c'est super important. Et sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et à lundi pour le dernier épisode de la série. Et d'ailleurs, ce lundi démarre le challenge. Donc j'espère que si jamais vous avez écouté cette série, vous allez être là lors du challenge. Je vais aller beaucoup plus loin, je vais vous montrer des exemples de réussite de personnes qui ont trouvé des biens immobiliers sur les derniers mois, qui sont rentables avec du cash flow positif en location longue durée. Oui, aujourd'hui, je vais vous montrer les prêts aussi qui ont été obtenus. Bref, le challenge, ça va être une pépite. Si vous aimez ce podcast, je ne peux pas comprendre que vous ne soyez pas déjà inscrit à ce challenge. Évidemment, le lien il est dans la description. Vous y allez, vous inscrivez au challenge et on se retrouve lundi et je ferai également le dernier épisode de Passage à l'action. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt.